Quel bordel. Il était temps que je fasse un rangement. C'est quoi ça? Encore un truc chelou. Bah. Y a pas de pile. C'est quoi cette histoire? Allô? Vous êtes la chaîne Magical Light. Vous êtes qui? Je suis celui qu'on ne voit jamais. Ah, ok. Avez-vous vu le film Black Phone? Oui, j'ai vu, oui. Ça vous a plu? Oui, j'ai beaucoup aimé. Pourriez-vous en parler sur votre chaîne? D'accord. Je ferai mon possible, mais vous savez, j'ai pas beaucoup d'abonnés. La qualité prime sur la quantité. Ok, Faites selon votre cœur. ok. Bon. Ah, à bientôt alors. Et bonne continuation, là où vous êtes. Merci de ne pas nous oublier. Ok. Au revoir. Un truc de fou cette histoire. Y a plus qu'à s'y mettre quoi. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film qui est sorti il y a quand même quelques années. Il s'agit de Black Phone de Scott Derrickson. Un film qui est passé un petit peu inaperçu à l'époque, je trouve. Et je trouve que c'était bien dommage, puisque c'est une pépite du cinéma de genre. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo sur ce film. Black Phone est un film de Scott Derrickson, sorti en 2021, donc en pleine crise sanitaire. Rappelons que Derrickson a eu quelques échanges musclés avec le créateur de Hellraiser, Clive Barker, dont il avait réalisé le 5e volet, sorti directement en vidéo. L'écrivain-réalisateur n'appréciant pas les libertés prises par Scott Derrickson par rapport à son univers. À l'époque, pas peu fier de son film, Derrickson estimera cependant que L'exorcisme d'Emily Rose est son premier vrai long métrage. Il nous offrira un mémorable Sinister et un des plus réussis Marvel, le Doctor Strange. Suite à des mésententes artistiques avec la Maison des Idées, il quittera le projet de séquelle pour une histoire basée sur une nouvelle. Le sujet est un thriller auréolé de paranormal. L'histoire est conçue par Joe Hill, le fiston de Stephen King, qui connaît lui aussi une carrière littéraire empreinte de succès. Il s'illustre également dans le domaine des comics. L'histoire est issue d'un recueil de nouvelles intitulé Fantôme, Histoire trouble, et se nomme Le Téléphone Noir en français. Joe Hill a déjà été adapté au cinéma par Alexandre Aja avec son Hall, ainsi qu'une autre œuvre écrite en collaboration avec son géniteur, Les Hautes Herbes, réalisée par Vincenzo Natali. Après son désistement à l'attendu Doctor Strange et le Multiverse, qui nous promettait plus d'horreur dans le Marvel Universe, Derrickson s'est jeté sur Black Phone, déjà plus ou moins écrit en collaboration avec son partenaire depuis Sinister, C. Robert Cargill. Cependant, le réalisateur décide d'ajouter des éléments issus de sa propre enfance. Celle-ci fut marquée par une violence parentale et scolaire. On retrouve effectivement ces éléments dans le film. De même, les décors de Patty Podesta sont le reflet des souvenirs de Derrickson. C'est peut-être ce qui contribue à la réussite de cette reconstitution sans glamour des années 70 dans une banlieue américaine de la classe ouvrière. Le projet est produit par Blumhouse. Le réalisateur fait appel à son acteur de Sinister qui n'avait encore jamais joué de méchant. Il a grandement été aidé dans son interprétation par les masques conçus par Tom Savini, qu'on ne présente plus, et Jason Baker. D'abord inspiré de L'homme qui rit de 1928, interprété par Conrad Veidt, qui a inspiré le Joker de Bob Kane. Il connaîtra diverses et astucieuses itérations, évoquant l'état psychique du tueur.
La photographie de Brett Yudkowitz n'est pas tape à l'œil et s'inspire des images d'actualité que l'on pouvait voir à l'époque à la télévision. Elle n'en demeure néanmoins pas dénuée d'esthétisme et se double de prises de vue en Super 8 qu'affectionne particulièrement le réalisateur pour les visions paranormales de la jeune médium interprétée par Madeleine McGraw, qui joue donc le rôle de Gwendoline, la sœur sans peur du jeune Finney, la dernière victime du Grabber. Les deux jeunes acteurs sont époustouflants de justesse et leur lien est palpable et crédible. Tous les adolescents d'ailleurs sont bons. Ethan Hawke offre une prestation à la fois aérienne, malsaine et inquiétante, le masque conférant un aspect fantastique à cette histoire de serial killer, tel qu'on pouvait en entendre parler durant les années 70 et 80 aux États-Unis. Citons aussi Jeremy Davis, connu pour ses rôles borderline, qui joue le père alcoolique qui a une peur bleue des dons médiumniques de sa fille, qui lui rappellent ceux de sa femme décédée. Une ambiance poisseuse tant à l'intérieur du nid parental qu'à l'extérieur, où le pauvre Finney, joué par Mason Thames, se fait harceler et agresser par des petits voyous du coin. Rappelons que ceci vient du passé torturé du réalisateur, qui au départ souhaitait faire un film autobiographique avant de mixer cette idée avec la nouvelle de Joe Hill. La bande originale est de Mark Corvin, qui a participé au film de Robert Eggers, The Witch et The Lighthouse, et ceux de Vincenzo Natali, Cube et Les Hautes Herbes. Il ne privilégiera pas forcément la mélodie dans son approche, mais semble avoir satisfait les attentes du réalisateur. Le film est une très bonne surprise de l'année 2022 et constitue à ce jour le meilleur de la filmographie du réalisateur, le plus personnel et le plus touchant. La déconvenue chez Marvel se révèle finalement une très bonne chose pour les fans du cinéma dit de genre. Il fera un bon score en France avec plus de 452 000 spectateurs et rapportera au total plus de 161 millions de dollars. Donc un bon retour sur investissement pour un film que personne n'attendait. Très justement récompensé du Saturn Awards du meilleur film d'horreur en 2022. Si vous êtes passé à côté de cette pépite, n'hésitez pas à vous rendre dans les rues malfamées de la banlieue du Denver des années 70 et frissonner de bonheur. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne année et je vous dis bon film. Salut!